La baisse surprise du chômage en janvier, baisse très faible, moins 0,1%, mais c'est la première depuis 8 mois. Les économistes maintiennent leurs prévisions plutôt pessimistes pour les prochains mois. Revalorisation des primes, rapprochement des familles dans la foulée des gendarmes. Tous les militaires obtiennent une rallonge, annonce du ministre de la Défense tout à l'heure. Coût total près de 3 milliards de francs sur 2 ans. Victoire judiciaire pour les victimes de l'amiante. La Cour de cassation applique la notion de faute inexcusable aux entreprises concernées. Elle pourrait entraîner, cette décision, la demande de milliers d'indemnisations. Le premier des Afghans à Paris, visite officielle du président Hamid Karzai. La France l'assure d'une coopération très large. Hamid Karzai qui est notre invité pour évoquer la paix et la reconstruction, mais aussi Ben Laden et puis le style Karzai. Il a réalisé le coup politique de la semaine en affrontant les Chiraciens à Toulouse. François Bayrou espère avoir relancé sa campagne. Il est l'invité d'élection 2002, juste après ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, cette nouvelle tempête sur le cyclisme. Encore une fois, c'est le Belge Frank Van der Broek, celui qu'on appelait le nouvel Eddy Merckx, qui est épinglé pour dopage. De nombreux produits interdits ont été retrouvés chez lui. Un peu plus tôt, l'un de ses soigneurs, Bernard Sainz, alias le docteur Mabuse, avait lui aussi été interpellé par la justice belge. Christelle Bertrand, Anne-Mourgue. Menottes au poignet, Frank Van den Broek traverse le palais de justice de Termonde pour se faire notifier sa mise en examen après une nuit d'interrogatoire. Hier, la police belge a perquisitionné au domicile du cycliste près de Bruxelles et elle y a trouvé de la morphine, des anabolisants et de l'EPO. Devant les policiers, Van den Broek a justifié le contenu de sa pharmacie comme il a pu. Il prétend que, par exemple, un des produits qui avait été trouvé était destiné à son chien, par exemple. En fait, la justice belge est arrivée jusqu'à Van den Broek presque par hasard. Mercredi, Bernard Sainz, alias Dr Mabuse, bien connu du peloton et de la justice, a été arrêté pour excès de vitesse. Les policiers s'aperçoivent qu'il roule sans assurance, alors ils fouillent sa voiture et trouvent des seringues et des produits d'origine suspecte. Sainz aurait dit à la police que ces produits étaient destinés à Van den Broek. Ce soir, le docteur Mabuse est lui aussi mis en examen. Il est toujours retenu par la justice belge. Ce matin, sans attendre l'enquête, Domo Farmfried a licencié sur le champ Frank Van den Broek. Selon son ex-dirigeant, seul ce coureur a des choses à se reprocher. Je prends ma responsabilité. Sur ce plan-là, je n'ai rien à reprocher à l'équipe. Aucun moment j'ai pu constater qu'il était sur le mauvais chemin, au contraire. À 27 ans, Van den Broek n'est pas prêt de remonter sur un vélo, lui qui venait à peine de retrouver une équipe. Ce soir, le coureur a été remis en liberté. Économie, un chiffre qui tombe à pic pour le gouvernement. Le chômage est reparti très légèrement à la baisse en janvier, moins 0,1%, soit 3100 chômeurs en moins. La prudence reste toutefois de mise sur un éventuel renversement de tendance. Séverine Lebrun. En France, le nombre de chômeurs s'est stabilisé à 2 209 000, moins 0,1% au mois de janvier. Une baisse toute symbolique après 8 mois de hausse ininterrompue. Sur l'année, le chômage a augmenté de 4,1%. Pour ce mois-ci, il y a ceux à qui profite la baisse. Les chômeurs de longue durée, moins 2,5%, et ceux de plus de 50 ans, moins 1,9%. Mais les inscriptions à l'NPE, conséquence de licenciements économiques, ont augmenté de 13,3%. Un bilan qui incite le gouvernement à la prudence, même si Lionel Jospin préfère insister sur le chemin parcouru depuis 1997. On est quand même aujourd'hui encore avec 928 000 chômeurs de moins, quoi. Bon, ça fait plaisir. Le Premier ministre candidat s'est fixé un nouvel objectif, 900 000 chômeurs de moins sur le quinquennat s'il est élu. Réaction de Jean-François Copé pour le RPR sur ce chiffre de janvier. Il insiste sur le plus grand nombre de CES, contrats emploi solidarité, créés selon lui par le gouvernement ces 2 derniers mois. À propos d'économie, le plan de revalorisation des armées annoncé aujourd'hui. Total des personnels concernés hors gendarmerie, 239 000 hommes et femmes, tous professionnels désormais. Il réclamait depuis plusieurs mois de bénéficier, comme les gendarmes à l'automne, d'un coup de pouce. C'est donc chose faite. Revalorisation des primes et des indemnités, mesures sociales pour veiller par exemple au rapprochement avec les familles. Au total, un plan de 433 millions d'euros pour 2002 et 2003, soit près de 3 milliards de francs. Alain Richard l'a annoncé
lors d'un déplacement à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, où il a passé en revue des troupes intervenues en Afghanistan. On écoute le ministre de la Défense. Peu d'institutions ont réussi en si peu de temps une transformation aussi profonde que celle qui a été conduite dans les armées. Cette transformation n'aurait pas été possible si l'engagement des personnels, si votre engagement n'avait pas été total. Bien sûr, on ne mène pas une telle réforme sans rencontrer des difficultés qui vont avec tout grand projet, mais nous les surmontons une à une. Hommage aux soldats donc. Alors comment ces mesures ont-elles été accueillies par les intéressés? On a beaucoup dit que le malaise était plus profond, mais le message semble avoir été reçu, comme on dit. Zindine Boudaoud. Ces militaires rentrent à peine de Bosnie-Herzégovine. Ils étaient à Mostar au sein de la force multinationale de maintien de la paix. De retour dans leur caserne à Besançon, ils ont pris connaissance des mesures annoncées par le ministre de la Défense. En général, on peut dire que c'est une mesure qui est très positive, mais on peut se demander si une mesure qui est censée s'étaler sur 5 ans soit vraiment efficace. Pourquoi dire merci quand on estime que c'était une revalorisation qui, à mon avis, se justifiait? Difficile de dire si la grogne se poursuivra après l'annonce de ce train de mesures. Des mesures très attendues par l'ensemble des corps d'armée. Il n'y a peut-être pas eu suffisamment de mesures qui ont été prises pour tenir compte justement de la spécificité militaire dans les dernières années, qui fait qu'il y avait une certaine dérive par rapport à l'évolution des conditions de vie dans la société civile. Et je crois que ce qui a été annoncé aujourd'hui va clairement dans le bon sens et répond certainement à une grande partie des aspirations des militaires. Plus de 400 millions d'euros sur 2 ans, de la revalorisation de la solde à une meilleure prise en compte des contraintes du métier de militaire. Le gouvernement espère ainsi calmer le mécontentement de l'armée après avoir contenu la fronde des gendarmes. L'amiante, c'est donc l'aboutissement de plusieurs années de combat. La Cour de cassation a ouvert aujourd'hui la voie à une indemnisation des salariés de l'industrie. Explication, jusque-là, la notion de faute inexcusable d'une entreprise n'était appliquée qu'en cas de négligence. Eh bien, aujourd'hui, la Cour a estimé qu'il y avait une obligation de résultat, sauf si la société n'avait pas conscience du risque. Une seule a été relaxée à ce titre. Pour les autres, il faudra indemniser. Agnès Molinier. Oui, allô? Oui? Oui? On a gagné! On a gagné! Pour la justice, Jacques et Jean ont désormais raison. Pour eux, c'est la fin d'un combat qui a duré près de 10 ans. Ils ont voulu prouver que leur entreprise, la société Everite, a commis à leur égard une faute inexcusable en les exposant à l'amiante. La Cour de cassation l'a confirmé aujourd'hui. Nous, vous voulez que les responsables soient condamnés. Jusqu'à 1300 personnes ont travaillé comme eux dans ces entrepôts girondins. Ils fabriquaient ici un matériau mélange d'amiante et de ciment pendant des décennies sans aucune protection. Comme ça, hein? Vous voyez les sacs éventrés? Voilà l'amiante où elle était là. Vous voyez comme elle était? Vous en avez partout. Vous en aviez partout. Partout, sur les charpentes, partout. Au bout de l'usine, les charpentes, vous en avez 5 cm d'épaisseur sur les charpentes. Surtout qu'ils savaient, ces jeunes-là. Ils savaient. Qu'ils nous empoisonnaient, ils le savaient. Comme la seule thérapie à cette époque-là, c'était de nous sortir des poussières. C'était la seule chose. Il fallait sortir de la poussière. Et puis ils nous ont laissé. Ils nous auraient laissé crever. Ouais. Malades des poumons, Jacques et Jean ont été les premiers à porter plainte. Aujourd'hui, leur association compte rien qu'en Gironde plus de 400 membres. Pour eux, la décision d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un combat commun. On estime que l'amiante a fait entre 2500 et 3000 morts en France. Le point sur les inondations, situation stabilisée aujourd'hui sur les rives de la Somme. On en profite pour consolider les barrages et les digues en attendant les grandes marées de ce week-end. À Rouen et à Paris, on attend une légère décrue de la Seine, mais certains de ses affluents, notamment la Marne, ici à Ébly et l'Essonne, sont sortis de leur lit. Enfin, sur les bords de la Meuse, un léger mieux à Sedan, où le niveau de l'eau a baissé de 12 cm, mais plusieurs villages en aval sont toujours inondés.
Justice après le juge Alphen et Laurence Wiśniewski, c'est la juge Eva Joly qui annonce qu'elle quitte ses fonctions. Elle demande sa mise en disponibilité pour occuper un poste de conseiller auprès du gouvernement norvégien, chargé de la lutte contre la corruption et le blanchiment. Eva Joly précise qu'elle n'agit pas par dépit ou découragement, mais qu'il s'agit d'une nouvelle étape. La Norvège, je vous le rappelle, est son pays d'origine. La sanction du Conseil supérieur de la magistrature contre le juge de Grenoble qui faisait des photos dénudées de jeunes filles le soir dans la salle d'audience. Il s'agissait pour la plupart de stagiaires. Eh bien, le juge a été muté. Il avait toujours contesté cette version des faits. Le suicide de Lolo Ferrari était-il en fait un meurtre? Rebondissement hier soir, le mari de l'actrice de charme a été mis en examen pour homicide et placé en détention. Frédéric Crotta, Nathalie Jourdan. C'était dans la nuit du 4 au 5 mars 2000. Elle est morte ici, dans cette petite maison de la région de Grasse. Sa mère apprend la nouvelle d'une manière tout à fait étrange. Et à 6 heures, le téléphone a sonné. C'était lui. Alors j'ai dit, mais Maëve, je ne reconnais pas ta voix, Maëve. Mais calme-toi, Maëve. Il avait pris la voix de Ève, je vous jure. Exprès, vous croyez, ou par... Non, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, Ève ne signait plus Ève, mais Ève-Éric. Il était rentré dans sa tête. Elle dans la lumière avec son physique inimitable, lui dans l'ombre, à la fois mari et impresario. Éric Vigne, 53 ans, a passé sa première nuit en prison. Un récent rapport d'experts affirme que Lolo Ferrari a pu mourir asphyxié, peut-être étouffé. Rebondissement spectaculaire puisque l'autopsie du corps de l'actrice il y a 2 ans avait conclu à une overdose de médicaments. Monsieur Éric Vigne vivait de sa femme et donc n'avait aucun intérêt à tuer sa femme. Et je dois dire que dans cette affaire, en fait, l'accusation ne repose que sur des simples soupçons. C'est vrai qu'à quelques mois de sa disparition, les amis de Lolo l'avaient trouvée dépressive, abusant devant eux de toutes sortes de médicaments. Championne toute catégorie de gros seins, Ève Valois, de son vrai nom, ne voyait plus sa vie en rose. Sa vie, 28 opérations chirurgicales et une célébrité immédiate, faite d'admiration, mais aussi de ricanement. L'enquête devra déterminer maintenant dans quelles conditions exactes Lolo Ferrari a rendu l'âme. Une affaire de corruption au HLM de Nice. Une employée aurait attribué des appartements contre des bakchiches. Elle est ce soir incarcérée, mais relativise les faits. Nathalie Jourdan, Hervé Pozzo. Un bakchich de 300 à 800 euros pour pouvoir habiter là, dans cette cité HLM de Nice. La fonctionnaire de la préfecture des Alpes-Maritimes a été démasquée parce qu'elle n'a pas tenu promesse. Une mère de famille défavorisée n'a pas obtenu de logement malgré le versement d'argent liquide. Elle se confie à l'office HLM. Le directeur porte plainte contre l'employé préfectoral. Il reconnaît que la pratique est courante. Même dans nos propres services, nous avons eu à déposer plainte à plusieurs reprises contre des employés qui ont été malhonnêtes et qui ont sûrement profité de la misère des gens et des besoins des gens. Je trouve ça insupportable, inadmissible. Une vingtaine de dossiers seraient concernés par ce trafic d'influence, mais pour l'instant, la police n'a recueilli que 3 témoignages. La fonctionnaire, qui nie avoir perçu de l'argent, préfère parler de cadeaux. Elle est toujours en détention provisoire. À Nice, toujours le jugement dans le réseau de revendeurs et de receleurs de cassettes pédophiles. 80 personnes étaient jugées pour des faits allant du trafic au simple visionnage. Une relaxe, 79 condamnations à des peines de prison avec sursis ou ferme, 3 ans ferme pour les plus lourdes. Scandale au cœur du tourisme parisien, des employés de la Tour Eiffel auraient détourné 3 à 4 millions d'euros en quelques années grâce à un système de double billetterie. Une quinzaine de personnes sont concernées, elles ont été mises à pied, elles auraient réussi à détourner le contrôle informatique. La campagne présidentielle, après la déclaration, le livre Le temps de répondre, entretien de Lionel Jospin avec notre confrère Alain Duhamel, le livre qui sort demain en librairie. Pas de révélation, pas vraiment un livre-programme non plus, plutôt des réflexions et des commentaires aussi sur Jacques Chirac. Fiche de lecture signée Jeff Wittenberg, Martin Kalili. 150 000 exemplaires. Dans le jargon des éditeurs, on appelle cela une mise en place Goncourt, celle d'un best-seller assuré. Voici donc Le temps de répondre. Le titre a été choisi par Lionel Jospin et l'ouvrage est bien de lui. L'auteur Jospin, fait-il savoir, a réécrit de la première à la dernière ligne les entretiens qu'il a eus avec Alain Duhamel. L'ambition de ce livre est donc d'apporter un certain nombre d'éclairages. D'abord sur le passé, l'engagement trotskiste, cette capacité de conduire une critique radicale du capitalisme comme du stalinisme était séduisante pour le jeune homme prompt aux questions que j'étais. Répondre aussi pour le passé plus récent, ou même pour le présent. Le titre du livre a été choisi avec minutie.
Répondre, c'est à la fois prendre ses responsabilités, c'est à la fois répondre un peu du tac au tac de temps en temps. Et ces réponses-là, si l'on peut dire, ont cette fois-ci pour destinataire Jacques Chirac. Il y a d'abord les rapports d'homme à homme. Nos relations personnelles ont été aisées, toujours courtoises, souvent cordiales, parfois drôles, à quelques reprises tendues. Mais il y a aussi le jugement sévère sur l'action du chef de l'État. On ne peut se contenter, écrit Lionel Jospin, d'additionner les promesses, d'empiler des discours contradictoires. C'est très clairement le reproche que je fais au président sortant. En guise de reproche à lui-même, Lionel Jospin veut bien, écrit-il, faire amende honorable et instaurer à l'avenir plus de dialogue social. Il promet aussi des efforts pour lutter contre l'insécurité. Je considère la sécurité vraiment comme un défi, peut-être le défi prioritaire du prochain quinquennat. Je crois qu'il faut créer dans le prochain gouvernement un ministère de la sécurité publique. Exemple parmi tant d'autres, le temps de répondre n'est pas seulement un livre, c'est d'abord la première grande tribune politique de Lionel Jospin dans cette campagne. Réaction du directeur de campagne de Jacques Chirac, Antoine Rufenacht. Il est indécent que le Premier ministre en exercice fasse un livre pour dire qu'il n'aime pas le président de la République. Fin de citation. Salon de l'agriculture, suite. Visite aujourd'hui de Christine Boutin, issue du monde agricole, précise-t-elle. Il faut redonner confiance aux exploitants, a-t-elle déclaré. On l'a vu aux côtés, ou pas très loin de José Bové, apparemment. Le courant n'est pas vraiment passé. Visite également d'Antoine Wechter, candidat lui aussi sous les couleurs de l'écologie. L'actualité à l'étranger, d'abord le chaud et le froid au Proche-Orient. On évoquait ces derniers jours une possible médiation de paix. Eh bien, ces dernières heures, les affrontements marquent une escalade en représailles à un attentat suicide. Les militaires israéliens ont fait 10 morts lors de 2 incursions à Jenin et Naplouse. Mais, et c'est sans précédent, une quinzaine de soldats israéliens sont actuellement pris au piège dans un camp de réfugiés palestiniens visé précisément par cette attaque. Sur place, Alain de Chalvron, Jean-François Renou. Des chars partout, aux 4 coins du camp de Balata dans les faubourgs de Naplouse, alors que des tirs à l'arme lourde retentissent. Les 20 000 habitants du camp sont complètement encerclés. Les Israéliens avaient donné jusqu'à 15 heures à la population civile pour quitter cette place forte des brigades Al-Aqsa du Fatah, qui ont revendiqué les derniers attentats. Mais quelques minutes avant l'expiration de l'ultimatum, rares étaient ceux qui s'enfuyaient. Toute ma famille est ici et les jeunes se battent, alors pourquoi je partirais? Cette femme, comme la majorité des habitants, a préféré rester. L'abcès de fixation est derrière ce bâtiment blanc. Une école où seraient assiégés des soldats israéliens. Information démentie par l'armée. Le secteur, en tout cas, est extrêmement dangereux. Ici, la population semble terrorisée. Elle craint surtout une attaque de ces hélicoptères qui survolent le camp. Les miliciens, de leur côté, paraissent plus sereins. Ce serait de la folie, nous disent-ils. Pour les Israéliens de pénétrer dans ce camp, il faudrait qu'ils nous passent sur le corps. Le camp de Balata est un entrelac de ruelles où les blindés ne passent pas. Un terrain difficile pour toute armée classique. Et de fait, les combats semblent se concentrer surtout à la périphérie du camp, où la ronde des ambulances était incessante. Ce soir, les États-Unis appellent Israël à la plus grande retenue à Batala. En bref, Madagascar, le président sortant Didier Ratsirac a instauré ce soir la loi martiale dans la capitale Antananarive. Réaction de Marc Ravalomanan. Je ne suis pas au courant. Le face-à-face continue donc. L'ex-Yougoslavie, alors que le procès de Slobodan Milosevic se poursuit à La Haye, on a bien cru aujourd'hui à l'arrestation de l'ancien dirigeant serbe de Bosnie, Radovan Karadzic, recherché lui aussi pour crimes contre l'humanité. Les forces de l'OTAN ont encerclé ce village du sud de la Bosnie où il devait se trouver. Finalement, Karadzic est passé à travers les mailles du filet. Cette fuite depuis plusieurs années reste un mystère, avec Ratko Mladic, lui aussi recherché pour crimes en Bosnie. L'homme est souvent repéré, mais jamais arrêté. Maryse Burgot. Elle avait 23 ans et un nom difficile à porter. Un jour de 94, Anna Mladic s'est donné la mort en se jetant d'une fenêtre. Elle était la fille unique d'un des hommes les plus recherchés au monde, Ratko Mladic. L'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie vient régulièrement dans ce cimetière en périphérie de Belgrade. Il se recueille sur la tombe de sa fille, puis s'en va, libre.
En juin dernier, il dînait tranquillement dans ce restaurant de poissons de la capitale yougoslave. Aujourd'hui, la rumeur le situe dans ce village à 35 km de Belgrade. Selon un journal monténégrin, il aurait séjourné récemment dans cette maison appartenant à un célèbre chanteur. Celui-ci n'a pas souhaité nous parler. Quant aux habitants, ils sont très peu bavards sur la question. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ratko Mladic, héros de la cause serbe, bénéficie toujours du soutien d'une partie de la population et de l'armée. Ses portraits figurant en bonne place aux côtés de ceux de Slobodan Milosevic. Un Afghan à Paris, 2 mois après les accords de Bonn qui en ont fait le président intérimaire, Hamid Karzai, qui a acquis une stature au moins à l'étranger, est venu s'assurer du soutien français, soutien financier, soutien militaire. Entretien ici avec Jacques Chirac, ensuite avec Lionel Jospin. Les 2 hommes l'ont assuré d'une coopération très large. Il est avec nous, Hamid Karzai. Bonsoir et merci de nous accorder ces quelques instants. L'Afghanistan aujourd'hui est toujours un pays profondément divisé par les luttes entre chefs tribaux, par les divisions ethniques. La sécurité n'est pas assurée. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Afghanistan peut trouver la paix et la cohésion dans les prochains mois? Non. Vous savez, il faut aussi préciser qu'il y a eu beaucoup d'interventions de l'extérieur, des pays extérieurs, de terrorisme. C'est quand même ça le plus important. Et vous connaissez bien ce sujet, bien sûr. L'Afghanistan actuel, le peuple afghan aujourd'hui respecte malgré tout le gouvernement qui est en place. Et ce sont ces mêmes peuples dont vous parlez qui ont fait que les choses ont été possibles, qui ont résisté toutes ces années. Est-ce que l'arrestation d'Oussama Ben Laden et du Mollah Omar, s'ils sont toujours sur votre sol, reste une priorité pour vous? Oui, bien sûr. Nous avons un réel combat contre le terrorisme et bien évidemment, il continue aujourd'hui. On ne peut pas permettre le terrorisme, ni en Afghanistan, ni dans le monde. Et tant qu'on n'a pas réellement déraciné le terrorisme de l'Afghanistan, nous ne pouvons pas crier victoire. Donc oui, cette résistance et ce combat continuent. Et donc nous cherchons Oussama Ben Laden. Parfois nous avons des informations, nous essayons de donner suite, mais parfois, ce sont des fausses informations, mais nos recherches continuent. Dès que nous l'attraperons, vous le verrez. Une dernière chose peut-être plus personnelle, et vous pouvez peut-être essayer de nous répondre avec quelques mots de français, puisque vous avez séjourné quelques mois en France. Votre style, votre prestance à l'occasion de vos déplacements dans des capitales occidentales ont souvent été soulignés par des stylistes. Alors, est-ce que vous appréciez d'être considéré comme un modèle d'élégance avec votre chapan et votre toque? Il est possible que les Afghans, que les gens des régions d'Afghanistan respectent en fait ces costumes qui datent, qui sont dans l'histoire, mais depuis longtemps, mais peut-être qu'on avait déjà copié la mode de France à l'époque. Mais en Afghanistan, je vous assure, les gens s'habillent bien, ont une belle coutume pour ce qui est des costumes. Et je connais assez la France, et pour un berger afghan, c'est vrai que je m'habille bien, mais les autres aussi. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné ces quelques instants. Merci bien et bonne continuation pour la suite de votre visite. Merci beaucoup et très gentil à vous et toute la population de France. Hamid Karzai qui était avec nous en fin d'après-midi. La lutte contre le terrorisme, justement, on apprend qu'1 tiers des prisonniers d'Al-Qaïda ou des prisonniers talibans détenus sur la base de Guantanamo à Cuba ont entamé une grève de la faim. Ils protestent contre l'interdiction faite à l'un d'entre eux de porter un turban pendant les prières, turban susceptible de dissimuler des armes, selon le Pentagone. La fin des monnaies européennes. Ce soir, à minuit, seul l'euro sera en circulation. La France avait anticipé le mouvement en disant adieu au franc le 17 février. Pour l'Allemagne et l'Italie, entre autres, c'est donc ce soir à minuit que le mark et la lire n'auront plus cours. L'Italie, où était organisée cette cérémonie d'adieu devant la fameuse fontaine de Trévi à Rome.
L'acteur Alberto Sordi, parmi beaucoup d'autres, y a jeté ses dernières lyres. On a tourné la page sans drame et même parfois sans réel intérêt, a souligné la Commission européenne. C'est vrai que la facilité de cette transition a surpris tous les responsables européens. Alors si l'Europe économique est un succès, l'Europe politique piétine. Tout le monde est d'accord, il faut réformer les institutions. Et c'est aujourd'hui que la convention pour cette réforme a commencé très solennellement ses travaux. Elle est présidée, vous le savez, par Valéry Giscard d'Estaing. À Bruxelles, Christian-Marie Monod. C'est dans les 11 langues officielles que Valéry Giscard d'Estaing a introduit les travaux de la Convention. Sourire dans les rangs des 105 représentants des gouvernements et des parlements nationaux des 15, mais aussi des 13 pays candidats. Apporter du rêve d'Europe, a souligné le président. Triple mission, écouter les citoyens, chercher des réponses, faire des propositions. Avec cette fois un mot nouveau qui est lâché, une constitution pour l'Europe. L'idée est en marche. Alors nous avons un an pour la faire mûrir, c'est pas aujourd'hui bien sûr, mais l'idée est en marche et je pense que nous arriverons à proposer une forme de constitution pour l'Europe, c'est-à-dire quelque chose de simple et de compréhensible par tout le monde. Mais Londres, Berlin, Rome font déjà d'autres propositions. Il est d'ailleurs assez curieux de voir qu'en effet, Tony Blair et Berlusconi, c'est deux appartenances politiques différentes. Par contre, Tony Blair et Schröder, c'est la même appartenance politique, mais tout ça, c'est très bien. Quand ils apportent des projets ou des clarifications sur l'avenir de l'Europe, c'est une contribution utile. Mais pourquoi la France est-elle absente du débat européen? Au Parlement européen, il y a de très bons Français qui jouent un rôle, et d'ailleurs certains d'entre eux sont dans notre convention. Quand on prend les idées politiques, l'apport des idées politiques, en effet, au cours des dernières années, le pouvoir politique français a apporté peu d'idées nouvelles sur l'Europe. Les Européens ont réussi le passage à l'euro en quelques jours. Pourquoi pas le passage à une Europe plus humaine et plus démocratique? À Évreux, la suite des affrontements très violents entre les jeunes et la police ces derniers jours. Ils se poursuivent de façon sporadique. 3 personnes avaient été arrêtées après ces émeutes. Elles ont été condamnées à des peines sévères de 3 à 10 mois de prison ferme. Il avait congelé sa femme après sa mort. Il souhaitait lui aussi que son corps soit mis au congélateur après son décès en espérant un progrès des sciences dans les siècles à venir. Cette nouvelle version d'Hibernatus en France a été stoppée net par la préfecture. Ce serait illégal. Philippe Priten et François Privat. Dans ce congélateur, la dépouille d'une femme décédée d'un cancer en 1984. Son époux, le docteur Raymond Martineau, espérait qu'un jour la science permettrait de lui rendre la vie. Ça ne sera peut-être jamais possible. On ne peut pas, comme c'est dans le futur, on ne peut faire que des hypothèses et avoir l'espoir qui fait vivre. Hein. Le docteur est à son tour décédé vendredi dernier. Il a rejoint son épouse à l'intérieur du congélateur à une température de moins 60 degrés dans la crypte de son château. Une situation jugée illégale par le préfet du Maine-et-Loire qui a saisi la justice. La famille du défunt souhaite quant à elle respecter ses dernières volontés. Pour moi, il y a vraiment un vide juridique. On n'est pas dans une situation d'illégalité. D'ailleurs, si on était dans une situation d'illégalité, il faudrait que vous m'expliquiez pour quelles raisons on serait resté dans l'illégalité pendant 18 ans. Devant le château de Preuil, la congélation de Raymond Martineau n'étonne pas vraiment ses voisins. C'est sa liberté, c'est son choix. Ça ne vous surprend pas? Non, 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 puisque sa femme a fait assez de tabac il y a 18 ans, donc non. Vous, ça vous gêne pas? Moi, ça me dérange pas, hein, ça fait pas de bruit. En France, l'inhumation et la crémation sont autorisées. La justice doit rendre rapidement une décision. En attendant, le docteur restera dans son congélateur. La mise en orbite cette nuit sous la coiffe d'Ariane 5 de Envisat, le satellite le plus cher et le plus gros jamais lancé en Europe. Envisat pourrait être un fabuleux outil pour analyser le réchauffement de la planète. C'est surtout une opération à risque pour l'espace européen. Il faut effacer les 3 précédents échecs d'Ariane Espace. Romuald Bonan, Frédéric Pasquette. C'est un bijou précieux et unique pour les scientifiques. Un engin spatial qui a coûté 1,5 milliard d'euros. Bourré de radars, ce véritable couteau suisse des satellites devra résoudre de multiples énigmes. À 800 km au-dessus de nos têtes, Envisat cherchera d'abord les raisons de l'alarmante destruction de l'ozone aux 2 pôles et plus récemment juste au-dessus de l'Europe. Quel sera le futur de l'ozone à 10, 20, 30, 40 ans de futur? Et par exemple, on sera peut-être amené à faire d'autres décisions politiques concernant l'industrie.
Cet enquêteur de l'espace devra aussi élucider cette question. Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle? Pour y parvenir, il va espionner les incendies naturels ou provoqués par l'homme. Il accumulera des milliards de données sur le développement et l'intensité des inondations. Il surveillera les variations, même invisibles à l'œil nu, du niveau des océans et aussi la vitesse de la fonte des glaces. En matière d'environnement, il y a des grandes résolutions qui sont prises à l'échelle internationale et c'est important de pouvoir suivre les conséquences de leur application. Plus de 10 ans de travail pour les chercheurs, mais à condition d'abord que son voyage dans les soutes d'Ariane 5 se déroule sans problème. Or, la nouvelle fusée européenne a connu 3 gros ratés sur 11 lancements, notamment lors du dernier tir. Il y a toujours un risque inhérent à un lancement, mais en fait ce lanceur fonctionne très bien. Des mesures nouvelles ont été prises dans la façon dont s'allume ce moteur et il y a eu près de 200 tests de fait. Un vol quand même à haut risque, car en cas de nouvel échec, ce monstre de 700 tonnes et de 50 mètres de haut pourrait bien vaciller face à ses concurrents américains et russes. La réponse ce soir à 2 h du matin. On voyage dans l'espace et dans le temps. Notre Victor Hugo quotidien, on reste comme hier dans les Contemplations, recueil écrit à partir de 1856. Un texte sur le travail des enfants dans les mines. Il est lu par Muriel Robin. Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petits comme nous sommes, notre Père. Voyez ce que nous font les hommes. Football, image de la déroute des Lyonnais à Prague face aux Tchèques du Slovan Liberec. L'Olympique lyonnais battu 4-1. Ici les 3 derniers buts en toute fin de deuxième mi-temps. Une défaite qui élimine bien sûr Lyon de la Coupe de l'UEFA. Ce soir, ce sera au tour de Lille. Fin de cette édition, tout de suite donc élection 2002 avec François Bayrou, la météo Patrice Drevet, point route Yves Cara, 21 h envoyé spécial avec aujourd'hui un reportage à suivre sur les taggers, 1 h 20 dernier journal Jean-Claude Renaud, dès 6 h 30 Télématin, Françoise Laborde recevra au 4 vérités Jean-Marie Le Pen. On se quitte encore une fois avec nos champions olympiques français, Marina Anissina, Gwendal Pesra, invité d'honneur hier soir de la première de Holiday on Ice Fiesta 2002. À lundi.